qu'à l'approche du prochain pèlerinage, Hajj, qui commencera, qui se situera, donc l'épicentre se situera le 30 décembre ou 1er, 1er janvier 2007, nous avons souhaité peut-être cette année plus que les autres, mais chaque année nous essayons d'améliorer un système, c'est celui de permettre aux pèlerins musulmans de voyager, d'accomplir son pèlerinage dans les meilleures conditions possibles. Alors, l'action des pouvoirs publics en la matière, elle est d'abord de sensibiliser la plupart, plusieurs choses, d'informer le pèlerin, c'est-à-dire de dire qu'il est, comme un tout consommateur, il a des droits, et donc il est protégé par une loi qui est la loi du Code du tourisme, donc de 13 juillet 1992, et cette loi lui permet d'être protégé comme tout voyageur. Je ne vais pas détailler, si vous voulez, les gens, tout le monde sait très bien ce que c'est une garantie sécurité, c'est celle d'avoir comme interlocuteur une agence de voyage identifiée qui est inscrite, c'est le plus souvent possible, au syndicat national des agences de voyage. En principe, c'est cela. Alors la question auquel nous sommes confrontés, c'est que le système du pèlerinage est un système un peu bricolé, va-t-on dire, en France. Pourquoi? Parce que il y a encore une dizaine d'années, nous avions quelques milliers de pèlerins qui partaient donc en pèlerinage. Nous avons eu cette année, en 2006, 27 000 pèlerins partant de France. Donc c'est un chiffre exponentiel. Et comme on peut s'en douter, ce chiffre exponentiel n'a pas été, cette augmentation de ce chiffre n'a pas été accompagnée par une logistique tout à fait correcte pour pouvoir faire face à ce genre de système. Alors, on a coutume de faire porter le chapeau, entre guillemets, à soit les agences de voyage, soit les associations islamiques, et puis certains de guides qui se chargent ensuite de recueillir les contrats pour les amener aux agences de voyage. On incrimine assez souvent aussi l'organisation elle-même sur place à la Mecque. Et bien sûr, on dit au pouvoir public, mais que faites-vous? Bon, écoutez, c'est tout à fait légitime de se poser ce genre de questions. En tout cas, nous avons bien compris que la première étape pour nous qui était la plus importante était celle de l'information du pèlerin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache qu'il a une loi qui le protège, et ça c'est la première chose, et nous l'incitons vivement à souscrire un contrat de voyage auprès d'une agence de voyage directement s'il en a les moyens. Alors, il se trouve que aussi c'est un voyage donc qui a une certaine tradition, en particulier, donc c'est vrai que le pèlerin a pour coutume non pas d'aller dans une agence de voyage, mais d'être sollicité par un guide, un intermédiaire, souvent pendant la période du Ramadan, et donc il souscrit un contrat, et ensuite tout le processus de prise en charge du pèlerin lui échappe à lui-même, et est pris en charge par ce que certains appellent des rabatteurs, que d'autres appellent des guides, on appelle des intermédiaires. Alors évidemment, on ne va pas quand même systématiquement parler d'escroquerie, etc. Il y a des associations, des gens qui travaillent pour des associations, qui ensuite démarchent auprès d'agences de voyage, qui sont tout à fait correctes. Mais c'est vrai que ce marché, quand même, qui est assez juteux, a engendré un certain nombre de dysfonctionnements. Et bon, se sont apparus cette frange de marché qui est juteux, un certain nombre d'intermédiaires. Je ne vais pas détailler toutes les conséquences justement de ces éventuels dysfonctionnements. Par exemple, le fait que le prix du billet pour le pèlerin est peut-être, même s'il n'est pas très cher, mais aussi sur cette part qui n'est pas très très élevée, une énorme part est prise par les intermédiaires. C'est un des aspects du problème, mais c'en est de nombreux. Il y a aussi le fait que c'est organisé quelquefois par des agences de voyage. Certaines ont les moyens, puisqu'ils sont déjà sur d'autres parts de marché, pas seulement sur le pèlerinage, ont des moyens techniques, sont professionnellement rodés au voyage. Il y en a d'autres qui se sont voués uniquement à cette fonction, enfin à ce métier, celui de voyage et du pèlerinage. Et assez souvent, ça pose aussi des problèmes parce que ces gens ne sont pas forcément compétents ou techniquement. Et donc, ça engendre un certain nombre de choses, comme vous vous en doutez, c'est-à-dire problèmes dans l'affrètement,
pour trouver et ensuite pour amener donc par avion les pèlerins. Problème aussi de préparation sur place à la Mecque par rapport au logement. Bon, on pourrait citer d'autres exemples. Or, et c'est effectivement, comme vous le savez, il y a durant cette période à la Mecque presque 3 millions de personnes, et c'est très très important que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. La moindre erreur peut engendrer des choses terribles, et cette chose terrible, on l'a vu l'année dernière, lorsque effectivement il y a une location qui a été prise par une agence de voyage, peut-être de bonne foi, dans un immeuble délabré. Il s'est effondré, on a eu quand même des morts, 8 morts, si mes souvenirs sont bons, venant de France. Donc quand même, c'est aussi un voyage à risque, et comme tout voyage à risque, il faut effectivement que les meilleures conditions soient offertes aux pèlerins. Donc pour finir, je dirais que nous sommes dans une phase d'information. Nous avons publié l'année dernière, enfin surtout à l'initiative du ministère délégué au tourisme et en accord, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, un petit guide du pèlerin qui spécifie toutes les démarches que doit faire normalement toute la protection dont pourrait profiter le pèlerin, des numéros de téléphone et des adresses de gens nécessaires en cas de besoin, surtout en Arabie Saoudite, en particulier les autorités consulaires, et enfin un certain nombre de règles minimum à prendre, telles que photocopier la plupart de ces titres de séjour en cas de perte, ce qui permettra effectivement pour les autorités sur place consulaires françaises de restituer assez rapidement un laissez-passer pour que la personne puisse rentrer en France. Je cite cet exemple. Bon, maintenant il y a une autre partie, je finis là-dessus, qui est incompressible, dirais-je, qui n'est pas dépendante de notre volonté, qui est celle de la partie culturelle du voyage, qui est l'organisation, la préparation, et ça effectivement nous souhaiterions vivement que les autorités, ou du moins pour ce que les autorités qui sont censés être représentatifs du culte musulman en France, à savoir le Conseil français du culte musulman et les conseils régionaux du culte musulman, se penchent sur la question et envisagent sérieusement de procéder à des formations et encadrer un petit peu tout ce voyage de manière à ce que, et qu'ils travaillent en bonne synergie avec les autorités, mais aussi surtout avec les voyagistes. Et je pense que si tous ces acteurs se mettent ensemble et peuvent faire que les choses marchent bien pour le Rhin, les choses s'amélioreront beaucoup.